Chandail et Chignon, le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Val. Tosca Combo nous parle de cosplay, l'art du déguisement à l'aune de la pop culture. Tu t'appelles Tosca Combo, Ouais. c'est le nom que tu utilises pour le cosplay aussi. Non, j'ai un pseudo, c'est Toscat. C'était un surnom que mes amis me donnaient au lycée. Donc je le gardais pour le cosplay, voilà. Toscat a 18 ans, elle est étudiante en école d'architecture et cosplayeuse. C'est quoi d'avoir 18 ans et d'être étudiante ? Franchement, c'est trop bien. C'est la grosse éclate. Toscat aime le cosplay, la musique et les contacts sociaux. Elle n'aime pas les endives. J'aime pas les endives. Avant de l'écouter, voici une annonce de notre partenaire et sponsor. C'est Halloween! C'est Halloween! Découvrez le déguisement du bibliothécaire avec son chandail unisexe et sa merveilleuse gamme de couleurs, marron, marron clair ou marron foncé, Existe aussi en beige. ainsi que son magnifique chignon adaptable et repositionnable. Également disponible dans sa version documentaliste, archiviste, marque-page, libraire et liseuse. Écoute, c'est Chandail et Chignon. Toscat, 18 ans, nous parle de cosplay. Tosca, tu es cosplayeuse. Oui. C'est quoi ta définition du cosplay ? Le cosplay, c'est une contraction entre deux mots, costume et roleplay. Ça vient des États-Unis et c'est né avec la vague Star Wars, Star Trek, tout ça. Le but, c'est de faire son costume ou de l'acheter et après de jouer le rôle du personnage à fond et de s'amuser. Et est-ce qu'il y a une différence entre ceux qui le font et ceux qui l'achètent ? Est-ce que ceux qui le font ne sont pas la super classe par rapport à ceux qui l'achètent ? En France, les concours cosplay, c'est 50% en costume, 50% en presta. Donc en gros, si tu pars avec un costume acheté, tu pars avec un désavantage. Mais tu peux te rattraper avec la presta. Donc c'est pour ça que ça commence un peu à se libérer en France. Je crois qu'aux États-Unis, c'est pas très bien vu. C'est mieux de fabriquer tous ces costumes. Après, perso, je préfère vraiment crafter. Quand tu parles de presta, c'est quoi en fait ? Je vais prendre l'exemple d'en France parce que j'en ai pas fait autre part. En gros, on a 1 minute 30 ou 2 minutes pour faire une prestation sur scène qui représente l'univers du personnage. Donc ça va être noté sur certains points comme par exemple l'originalité, la fluidité et puis le raccord avec la bande originale si c'est vraiment, ça rappelle vraiment l'univers du personnage. Ça va être noté sur les décors aussi et bien sûr sur le roleplay du coup puisque c'est du cosplay. Mais du coup, en quoi ça a des avantages d'avoir un costume qui a été acheté ? Justement, pour la presta, ça n'a pas de désavantage. C'est juste que comme, du coup, en France, ce que je disais tout à l'heure, que la note finale, elle est notée 50% sur la réalisation du costume et 50% sur la prestation finale. Donc si t'as pas fait ton costume toi-même, bah, t'as 0 point sur la réalisation de ton costume. Et du coup, tu peux te rattraper sur la presta. Donc tu as dit tout à l'heure que c'était né aux États-Unis suite à Star Wars, etc. Ça veut dire que globalement au départ, il fallait s'habiller en Star Wars, c'est ça ? Pour moi, le cosplay, c'était lié plutôt à la culture asiatique. Comment ça se passe en fait ? On peut s'habiller en n'importe quoi, on peut s'habiller en schtroumpf et on fait du cosplay ? C'est comme on veut. Là, pour vous dire, je compte faire un costume de peau d'âne prochainement, mais on peut très bien aussi reprendre des costumes dans des animés. C'est très ouvert. Après, c'est vrai qu'au Japon, ils n'ont pas la même vision du cosplay qu'autre part. Au Japon, ça va vraiment être rentrer dans la peau du personnage au point de ressembler exactement au personnage lui-même. Donc, il va y avoir des maquillages très poussés, des transformations physiques vraiment incroyable avec des prothèses et tout au niveau du visage. Tandis qu'en Europe, c'est plutôt une interprétation du personnage. Donc par exemple, si on veut cosplayer un Pokémon, on va le rendre humanoïde. Tandis qu'au Japon, le Pokémon, il va vraiment être le Pokémon tel qu'il est, quoi. Ok. Donc en fait, on peut personnaliser un personnage qui existe déjà, qui est très connu. Oui, c'est ça. Tu peux faire ta propre Lara Croft. Oui, voilà. Toi, qu'est-ce qui t'a amené à faire du cosplay personnellement ? Ça a commencé en 2015. On remonte dans le temps, avec ma grande sœur qui a 10 ans de plus que moi et qui m'a initiée un peu à ce milieu-là puisque elle a découvert le cosplay à ce moment-là. Et donc j'étais un peu son cobaye, elle faisait des costumes pour moi, tout ça. Donc c'est à ce moment-là que j'ai découvert League of Legends. Et voilà, donc mes premiers cosplays datent de 2015. Et puis après, pendant le collège, le lycée, j'en ai pas vraiment fait. Et puis j'ai repris là en terminale
terminale et puis pendant ma première année du coup d'archi, j'ai repris le cosplay et je me suis dit mais pourquoi j'ai arrêté, en fait c'est trop bien. Qu'est-ce qui différencie le cosplay du carnaval en fait? En soi, pas grand-chose. Justement, je me disais, je suis allée au carnaval de Saint-Médard le week-end dernier et j'étais en mode, ouah, j'aimerais trop faire les costumes pour le spectacle, faire une prestation trop stylée, tout ça. Que ressens-tu quand tu enfiles ton costume? De la souffrance physique. Non, je rigole. À chaque fois? Non, je suis fière forcément parce que ce que j'aime vraiment dans le cosplay, c'est créer le costume chez moi pendant des mois. Et une fois que tu portes toi-même ton costume, tu ressens une certaine fierté, c'est sûr. Après, des fois, quand tu vois qu'une pièce sur laquelle tu as bossé plus de 130 heures se casse sous tes yeux et tombe au sol lamentablement, là, c'est sûr que tu es un peu dégoûté. Mais c'est les joies des conventions et les joies de porter ces costumes et de les faire soi-même. Où trouves-tu les idées pour faire tes costumes et comment fais-tu le choix des personnages que tu souhaites interpréter? Je vais commencer par le choix des personnages. Donc maintenant, en fait, quand je choisis un personnage, c'est plutôt par rapport à la prestation que je pense faire. Donc en gros, je réfléchis d'abord à une prestation qui me plairait. Donc danser sur scène, si je veux danser sur scène, j'essaie de choisir un perso qui est connu pour savoir bien danser. Et c'est après, une fois que j'ai choisi une prestation qui me plaît, je regarde sur internet des gens qui ont fait ce cosplay-là, comment ils ont fait. Enfin vraiment, il y a un maximum de recherches en amont avant de commander déjà les matériaux. Et une fois que j'ai fait toutes ces recherches sur internet, sur YouTube, enfin sur n'importe quelle plateforme, je cherche les matériaux dans des boutiques de tissus, sur AliExpress, sur Amazon, et après je me lance. C'est quoi un chandail? C'est un pull? Sans manche. Non mais faut que je le vive. Ah, d'accord, ok. Combien de temps un costume par exemple? C'est très variable. Là, le costume dont je suis le plus fière, c'est Jinx dans Arcane. Elle m'a pris à peu près 150 heures, voire 200, je sais plus trop. Je compte plus. Je me suis consacrée vraiment l'été dernier pour la faire. Et puis à côté, j'ai des costumes vraiment beaucoup plus rapides, comme j'avais fait Diva, où juste j'avais acheté la combinaison et j'avais fait juste le gun. Et ça m'a pris 30 heures à tout casser. Donc c'est très variable. Là, j'essaie vraiment de m'efforcer à m'appliquer sur mes costumes pour qu'ils durent dans le temps, puisque du coup, je les fais main pour la plupart. Donc je vais vraiment faire des trucs qualitatifs. Donc le temps s'allonge pendant la création de mes costumes. Ça génère une question en moi. Le costume, une fois que tu l'as fait utiliser une fois, c'est-à-dire que tu as fait un show avec, est-ce que c'est fini, tu le jettes ou tu peux le réutiliser ou... Ça dépend. Ça dépend aux concours auxquels on participe. Il y a des concours nationaux qui interdisent des costumes qui ont déjà gagné un prix. Mais sinon, si c'est des concours genre vraiment basiques, dans des conventions pas nationales, tout ça, oui, on peut reporter des costumes qu'on a déjà portés avant. Par exemple, la Jinx, celle que j'ai faite l'été dernier, je l'ai portée déjà 3 fois en concours. J'ai remporté 2 prix avec, mais je peux encore la reporter pour un autre concours. En fait, tu peux changer les prestats aussi, c'est ça? Oui, aussi. Enfin, j'ai fait 3 concours là depuis octobre et c'était avec Jinx. Et donc, ma première presta était nulle, ma deuxième était bien et ma troisième était très bien. Voilà, donc je l'améliore de concours en concours. Et voilà, et je pense la reporter pour un prochain concours au Bordeaux Geek Festival, pourquoi pas. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de cosplayer ou cosplayeuse qui soit identifié et connu pour un personnage précis qui va faire évoluer tout ça. En fait, l'idée c'est plutôt d'incarner plein de personnages. Oui, c'est sûr, l'idée c'est d'incarner plein de personnages. Après, il y a certains cosplayers qui se sont fait connaître avec un costume en particulier, donc ils seront plutôt identifiables avec ce costume. Bien sûr, ils en font d'autres. Je pense que moi, si on me reconnaît, on me reconnaîtra sous Jinx parce que c'est le perso que j'ai le plus porté. Pour l'instant. Pour l'instant. Il va y en avoir d'autres. Ouais. Du coup, avec tout ce que tu as dit là, on se rend compte que être cosplayer ou yeuse, c'est beaucoup de compétences en fait. Il y a de la couture, il y a sûrement du maquillage, de la coiffure. Il faut être aussi un peu acteur, voire danseur, voire acrobate. Pas ce point-là quand même, acrobate. Ça dépend qui on veut interpréter, mais oui. Ça concentre beaucoup de compétences. Comment on fait pour être bon dans tout ça en même temps? La personne qui est bon vraiment dans tout, je pense tout le monde se complète un peu. Moi j'ai un peu appris toute seule, en touchant un peu à tout, en étant curieux. Vraiment, faut être curieux et pas avoir peur de
passer des étapes. Par exemple, tu parlais de la couture. J'ai été initiée du coup à la couture avec ma mamie qui m'apprenait à faire des petits sacs ou je sais pas quoi quand j'étais petite. Et puis après, on a eu une machine à coudre à la maison, donc j'ai essayé de retoucher à la machine toute seule. Et après, j'ai commencé à faire un petit sac, un pantalon, mon costume de jeans, et voilà. Et donc c'est pareil pour l'acting. Enfin, je prends l'exemple de mes concours du coup parce que c'est la seule expérience que j'ai. À mon premier concours, vraiment, j'étais trop timide sur scène, c'était ridicule mon truc. Et puis là, à mon dernier concours, à la fin, je gueule sur scène. Tout le monde a kiffé. Ça me fait aussi kiffer. Voilà, c'est vraiment à force d'expérience et de curiosité qu'on apprend à acquérir des compétences. Donc c'est vraiment centré sur le costume en fait. C'est-à-dire que maquillage, coiffure, c'est important ou c'est juste un détail? Si, aussi le maquillage et la coiffure, c'est important parce que ça fait partie du personnage et puis même du roleplay pour le maquillage. Par exemple, accentuer les traits. Si le personnage est fatigué, tu fais des cernes avec un crayon noir ou voilà. Et puis la coiffure aussi, c'est ma bête noire. Coiffer des perruques, je déteste ça. Il y a trop de cheveux partout et faut mettre de la laque sur les mains et tout. Hein. Là, j'ai quand même gagné du niveau en coiffage de perruques. Et je commence à aimer ça. Donc beaucoup de compétences, mais aussi de fait beaucoup d'argent. Parce qu'il faut acheter les perruques, il faut acheter tous les matériaux pour faire les robes, les maquillages. Ça revient cher de faire du cosplay? Ça peut revenir très très cher. Après, j'essaie vraiment à chaque fois pour tous mes projets, je me fixe pas vraiment de budget. J'essaie vraiment de trouver les matériaux les moins chers possibles du marché. Donc je vais chercher sur Vinted ou sur Le Bon Coin. Je vais essayer de trouver déjà des pièces de seconde main que je pourrais retaper. Après oui, il faut toujours investir dans des gros matériaux. Donc par exemple la mousse, le gros panneau de mousse c'est 40 €. Donc j'essaie de le garder pour quelques mois parce que le rentabiliser au max aussi. C'est vrai que ça peut coûter de l'argent. Non, franchement, j'arrive bien à gérer mon budget pour l'instant. Je fais pas mes costumes pour les vendre. J'ai une attache déjà à force de travailler dessus. C'est surtout que je vois pas qui pourrait acheter ça parce que ça vraiment la main d'œuvre plus les matériaux, plus le travail en amont où j'ai réfléchi à comment faire ceci, comment faire cela. Vraiment, je pense que ça devrait revenir à des milliers d'euros, quoi. Donc je vois pas qui pourrait acheter ça. Mais du coup, il y en a bien qui achètent des costumes. Oui, mais c'est des costumes vraiment industriels. Il y a des boutiques en ligne qui existent, notamment Doki Doki Cosplay, je crois. Ouais, c'est industriel, quoi. C'est pas de la qualité comme l'artisanat, tout ça. Et en général, les gens qui achètent ces costumes, ils les complètent. Ils s'en servent pas comme ça, parce que sinon tout le monde aurait les mêmes. Pas forcément. Ça s'est vachement développé l'industrie du cosplay, pas fait main du coup, avec la sortie de Genshin Impact, parce qu'il y a beaucoup de persos et en convention tu retrouves 5 Amber pareil, 12 Shogun Raiden. Donc vraiment on perd peut-être l'authenticité du personnage, mais je pense que c'est bien parce que ça permet à tout le monde de faire du cosplay sans pour autant avoir des compétences. Chandail. Chignon, Chandail et Chignon. le podcast Le podcast. des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Ouh là là. Pour ce qui est des concours, est-ce qu'il y a des catégories? Comment c'est classé? Il n'y a pas de genre, hein, c'est féminin, masculin mélangé. Donc il y a concours solo et concours groupé. Et puis après, des fois, il y a aussi une autre catégorie dans les concours. Ça fait pas vraiment partie du concours, c'est les défilés. Et donc là, ça permet aussi aux gens qui ont des costumes achetés de montrer leur personnage. Parce que des fois, on peut pas participer avec des costumes achetés en concours. Certains concours le permettent, d'autres non. Donc c'est pour ça qu'il y a les défilés à côté qui existent. Et donc les défilés, c'est pareil, c'est solo ou groupe. J'imagine que quelqu'un qui a un costume qui vaut 10 €, c'est pas pareil que quelqu'un qui a mis 3000 € dans son costume. Les mettre en même temps sur le même plan, ça me paraît difficile. Tout ça, c'est jugé en amont de la prestation pendant le concours. Mais généralement, il y a le pré-judging. Donc en gros, c'est un entretien avec le jury de 5 minutes, généralement, peut-être moins. Et donc tu vas devoir expliquer quel choix tu as fait sur ton costume, pourquoi tu as choisi ce matériau-là. Et donc c'est à ce moment-là que le jury va juger de « Ah, c'est vrai qu'il a quand même mis 300 € dans ce truc alors qu'il aurait pu le faire à la main. » Des fois, ça permet de gagner du temps, le fait de mettre plus d'argent dans son costume. Mais ça peut aussi être rédhibitoire au pré-judging où le jury juge que c'était mieux de le faire à la main. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de différenciation entre les gens qui prennent beaucoup de temps sur ces costumes mais qui mettent pas forcément beaucoup de budget dedans, contrairement aux autres qui font l'inverse. Après, il peut y avoir aussi ceux qui mettent beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Mais ça, c'est des gros concours. Donc
C'est un peu comme certains sports, comme le patinage artistique, tu as la note artistique, la note sportive. Et du coup, là, tu as 3 niveaux. Tu as le pré-judging, donc avant, c'est un entretien. Tu expliques comment tu as travaillé, donc ça, c'est noté. Ensuite, il y a le costume lui-même qui est noté. Bah, c'est le costume lui-même, il est noté pendant le pré-judging. Okay. Et après, tu as la note de performance, en fait. C'est ça. Ouais. Donc, tu as 2 notes. Oui, c'est ça. Ok. Ces concours, ils se passent dans quel contexte? C'est pendant les conventions où il y a vraiment des concours spécifiques qui sont connus et qu'il faut absolument faire en France Généralement, en fait, chaque concours est rattaché à une convention. Mais c'est vrai que des fois, il y a une convention qui est connue pour son concours cosplay qui est très qualitatif. Par exemple, la Japan Expo, c'est la convention la plus connue de France. Il y a la finale des ECG, donc c'est le gros concours européen de cosplay. Et la finale se passe à la Japan Expo, donc généralement, les cosplayers, les passionnés, ils viennent pour voir les costumes à ce moment-là. C'est à Paris, ça, j'imagine? Ouais. Et il faut faire quoi pour participer, en fait? Faut être sélectionné ou juste on y va, on se présente et... Il y a une phase de sélection. Donc la phase de sélection en France, c'est aussi à la Japan Expo du coup. Et donc c'est pareil dans tous les autres pays européens qui participent, donc en Espagne, en Italie, tout ça. Et puis après, tu as 1 an pour réaliser ton costume et ta presta. Enfin, tu représentes tout ça du coup à la finale l'an prochain, quoi. Donc tu peux nous expliquer comment ça s'organise, ces concours? Il n'y a pas autant d'étapes. Enfin, généralement, c'est vraiment la sélection. Ça dépend de l'échelle. Après, si c'est un concours vraiment genre national, il va y avoir une sélection régionale. Et après, on va directement en finale pour départager les gagnants. Et puis, des fois, ça change d'échelle. Du coup, quand c'est international, il y a un sélectionné français. Et ce sélectionné va concourir pour l'Europe. Voilà. Si moi, l'année prochaine, j'ai pour ambition de participer au Japan Expo, je fais quoi là, à partir de maintenant? Donc si tu veux participer aux ECG, donc le concours européen, tu prépares ton costume, ta prestation, tu t'inscris en ligne quand les inscriptions sont ouvertes, et puis tu te pointes le jour J et tu fais ton truc sur scène. Et puis après, il y a l'annonce des prix du coup pour savoir qui est sélectionné. Donc j'ai pas besoin de faire d'abord d'autres concours? Ah non, non. D'accord. Non, tout le monde peut participer. Animasia, est-ce que c'est un festival important pour les cosplayers? C'est quand même une grosse convention en France, enfin elle est assez connue, pas autant que Japan Expo bien sûr, parce que vraiment c'est ultra grand Japan Expo. Mais ouais, Animasia c'est vraiment la convention de Bordeaux assez appréciée. Il y a 2 éditions par an, celle qui se passe vraiment dans Bordeaux Centre, au parc des expositions, et puis une autre un peu plus locale qui avait lieu au Hayan et maintenant ça a lieu à Saint-Médard depuis cette année. Tu as déjà participé à des concours? Lesquels et comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu en retires? On va faire dans l'ordre chronologique. En fait, de base, mon but, c'était vraiment de viser la Coupe de France. Je voulais trop être sélectionnée en Nouvelle-Aquitaine pour participer après à la Coupe de France. Il y a plusieurs sélections en Nouvelle-Aquitaine, parce que c'est quand même une grande région. Mais je voulais participer idéalement à la sélection justement du Bordeaux Geek Festival, ce qui me permettra après de participer à la finale, qui est en juin 2024. Et donc, je me suis dit, je vais m'entraîner quand même avant de participer à la sélection, histoire de savoir un peu où je m'aventure. Donc, à Animasia, en octobre 2022, j'ai fait mon premier concours. Donc j'ai présenté Jinx, le cosplay que je voulais présenter à la fameuse sélection française, voilà. Et donc j'ai rien gagné et ma presta était vraiment nulle, donc j'ai bien fait de participer à ce concours. Ça m'a permis vraiment de comprendre ce que c'était faire une presta qui tenait la route, tout ça. Et donc j'ai participé à mon 2e concours après. C'était au Festival de la BD à Angoulême. Et donc il y avait un petit concours cosplay organisé et j'ai fini 2e, donc la petite victoire, j'étais contente, ça marchait bien, voilà. Donc j'ai encore amélioré ma prestation et là, pas plus tard que dimanche dernier, c'était le 26 mars, je suis allée à Biarritz Japan Festival et donc j'ai participé au concours et j'ai fini première, voilà. Enfin. Et donc ça me permet, donc j'ai gagné une figurine de 750 €, rien que ça. Et je peux accéder du coup à la finale, à un concours européen dont la finale a lieu à Liège en décembre 2023. Trop bien. Voilà. Du coup, tu vas y aller avec quel perso? Alors, c'est censé être secret. Ah bon, on n'en parle pas. Mais en fait, non, le dis pas, je alors, dis que le c'est dis pas. secret parce que généralement, quand je réfléchis sur un perso, j'ai pas envie de me mettre la pression à le dévoiler au grand public. Et du coup, après, s'il me plaît plus, je l'ai dit au grand public. On va garder le secret. Voilà. Alors, juste un indice. C'est un méchant. Ok. Une méchante. Dans Disney.
Chandail et Chignon, Le podcast le podcast. des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Ouh là là. Les réseaux sociaux participent beaucoup à la valorisation, visibilité du cosplay auprès du grand public. Qu'est-ce que tu en penses ? Le milieu du cosplay s'est fait beaucoup plus connaître grâce aux réseaux sociaux. J'ai pas fait mal, mais des fois il y a des idées reçues, comme quoi, je sais pas, c'est des kikoulol qui sont bizarres, mais non, pas du tout. Après, moi, ça me permet de me faire connaître un peu et puis d'exposer mes travaux, rien qu'aux yeux des autres cosplayers en France. Comme ça, quand on se croise en convention, on se connaît un peu, on a déjà un peu un sujet de discussion tout préparé. Est-ce que c'est pas obligatoire en fait d'être présent sur les réseaux sociaux ? Parce que c'est un art visuel, donc si personne ne peut te voir, ça sert à rien. Oui, bien sûr. Après, ça dépend aussi de ce que le cosplay représente pour toi. Si c'est vraiment ta passion, que tu as envie de te faire connaître, bien sûr que là, il faut être sur les réseaux sociaux, être constante. Mais si c'est juste ton loisir du dimanche et que tu présentes un petit cosplay en convention, en carton, tout ça, non, pas besoin. C'est vraiment chill. Mais là, c'est pas ton cas. Toi, t'es quand même dans une démarche d'aller dans des concours et Ah oui. avec une performance attendue. Oui, j'ai mon compte Instagram sur lequel je publie régulièrement, qui est très actif. Et puis là, j'ai ouvert d'ailleurs récemment un compte TikTok, depuis dimanche d'ailleurs. Et donc je republie un peu mes vidéos d'Instagram, comme ça me fait de la visibilité, c'est sûr. Ouais. Dans réseaux sociaux, il y a le mot réseau. Est-ce qu'il y a un réseau qui existe quand on est cosplayer sur lequel on peut s'appuyer ? Il y a des petites communautés du coup en France qui se créent, notamment Cosplay Sharing, qui se rejoignaient tous les mercredis par exemple pour faire une sorte de raid sur les réseaux sociaux où tout le monde poste à une heure précise et tout le monde va liker les publis des autres pour se faire un peu de visibilité. Et après, il y a des serveurs Discord où on peut se donner des conseils sur comment faire telle partie de mon costume ou tiens, je viens de faire ça, qu'est-ce que vous en pensez ? Mis à part ça, vraiment, c'est individuellement, je veux dire, c'est la communauté que chacun se crée, c'est vraiment grâce aux conventions. Par exemple, moi, les gens qui me suivent actuellement, c'est des amis que je me suis fait en concours, avec qui je continue à avoir des contacts, quoi, tout simplement. Est-ce que tu dirais que la communauté du cosplay est une communauté bienveillante ? Tout à fait. Clairement, j'ai jamais eu de problème depuis que j'ai commencé le cosplay. Bon, il y a toujours des fous partout où on va, mais je sais qu'il y a certains qui ont eu des problèmes en convention parce qu'il y avait des deals de photos, genre sous les jupes là, mais bon, ça, on peut rien y faire malheureusement. Mais vraiment, j'ai jamais eu de problème en convention ou depuis que j'ai commencé. Après, ça fait pas très longtemps du coup, parce que ça fait 1 an et quelques où je suis vraiment lancée toute seule. Niveau toxicité, j'ai pas eu de problème. Après, je sais qu'il y a certains cosplayers qui ont eu des problèmes justement au niveau des cosplays achetés, qui étaient critiqués sur le fait qu'ils faisaient pas leurs costumes eux-mêmes. Mais je trouve pas que ce soit un problème. Il y a quand même une hiérarchie finalement entre Oui, ceux qui font et ceux qui achètent. Mais c'est en train de disparaître et c'est pas plus mal. Tu en as un petit peu parlé, mais est-ce que cosplay masculin ou cosplay féminin, il y a une différence ou c'est vraiment la même chose ? Quand t'es une fille, tu peux te cosplayer en un personnage masculin ou alors tu peux te cosplayer en un personnage et changer le sexe. Donc par exemple, on va dire je veux faire un cosplay de Mario, et je vais changer le sexe, je vais faire Mario en robe Maria. et tout. Maria, voilà, c'est le gender bend. Et le crossplay, c'est quand je veux cosplayer un personnage qui est du sexe opposé au mien, donc je veux juste cosplayer Mario avec sa salopette. Je sais pas comment c'est ressenti, mais est-ce que c'est bien vu de faire du cosplay quand on est un garçon plus que quand on est une fille ? Il y a beaucoup plus de filles que de garçons niveau cosplayer, mais encore une fois c'est en train de changer. Après c'était pas très bien vu de manière générale de faire du cosplay, on ne sait pas pourquoi, des idées reçues, mais c'était encore moins bien vu de faire du cosplay en étant un garçon. Mais là c'est en train de changer, je vois de plus en plus en concours de mecs qui participent et leurs cosplays sont juste insane, enfin y a pas de souci quoi, c'est ouvert à tout le monde quoi. Je pense que c'était peut-être pas mal vu, mais en tout cas vu bizarrement parce que c'était accroché à une communauté de geeks un peu perchés. Je sais pas si tu as vu le film Paul. Non. C'est un film où il y a du cosplay et du coup tous les personnages sont complètement délirants. C'est sûr que le cosplay c'est rattaché à la culture geek et oui c'est sûrement pour ça que c'est mal vu de base. Je pense qu'aussi ce qui fait que les garçons sont moins bien vus que les filles dans le milieu du cosplay c'est la partie maquillage. Vraiment il y a un blocage de la population à ce que les hommes se maquillent. Les hommes ils n'ont pas le droit de se maquiller. Un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer dans le cosplay ? C'est d'être curieux déjà. Comme je disais tout à l'heure, si on veut acquérir des compétences, faut pas avoir peur de chercher plein d'informations déjà, mais surtout de se lancer dans des projets qui peuvent faire un peu peur. Pas avoir peur de faire des ailes mécaniques de 3 mètres d'envergure.
Et puis en plus de ça, le cosplay, ça permet vraiment, enfin moi en tout cas, ça m'a permis de me sentir bien dans ma peau. Ouais, de faire quelque chose qu'on aime, ça aide vraiment à se sentir bien, à prendre confiance en soi. Vraiment, le mieux, c'est les concours. Tu prends confiance en toi. Ça veut dire que si tu veux faire du cosplay, il faut quand même avoir une envie de se produire. On ne peut pas se contenter de faire le costume, de faire un super costume, mais il y a des tas de gens qui n'auront pas le courage d'aller le présenter. C'est sûr que ça peut faire peur, moi la première, hein. Mais une fois lancé, en perso, moi j'arrive plus à m'arrêter. Il existe des concours qui sont notés uniquement sur le costume, donc pas obligé de se produire sur scène avec une prestation. Mais là du coup c'est vraiment des concours très sérieux au niveau de la notation sur le costume, quoi. Faut pas qu'il y ait un fil qui dépasse, c'est très sérieux. Après il y en a pas beaucoup en France. Il me semble que la TwitchCon, c'est une convention aussi, là elle est à Paris cette année. Je sais pas si c'est la même chose que l'an dernier, mais l'an dernier il y avait eu, c'était à Amsterdam l'an dernier, et il y avait eu un concours cosplay qui était uniquement noté sur le costume. Pareil pour d'autres concours européens, c'est uniquement noté sur le costume. Est-ce qu'il y a une différence entre le cosplay français et puis le cosplay américain, puisque ça vient des États-Unis? Oui, après le cosplay français, c'est plus le cosplay européen, parce qu'en Europe, c'est vraiment, comme je disais, mélanger le costume à la presta pour les concours, tandis qu'aux États-Unis, c'est vraiment le costume qui est jugé au-delà de la prestation. Il y a vraiment beaucoup plus de points attribués au costume, donc les notations vont être différentes. Il va plutôt y avoir du 80% costume, 20% prestation, voire des fois 100% costume, 0% prestation. C'est vraiment un level au-dessus aux États-Unis au niveau du costume. Est-ce qu'il y a des cosplayers connus ou célèbres, comme il y a des youtubeurs connus? Ouais, bien sûr. Pour moi, la référence, c'est Kamui Cosplay. C'est une Allemande qui fait juste des costumes insane, qui fait des tutoriels pour expliquer comment elle a fait tel costume. Elle est très connue parce qu'elle a commencé très tôt à publier sur les réseaux sociaux notamment. Et pareil pour Kinpatsu, elle fait à peu près la même chose. La plupart des cosplayers connus font des tutoriels sur les réseaux sociaux. Après, sinon, au Japon, c'est complètement différent. Ça va pas être des tutoriels, ça va plutôt être des photos. Genre vraiment, la cosplayeuse, elle est au milieu d'une foule de photographes et le shooting est payant, c'est-à-dire que si t'es photographe et que tu veux la prendre en photo, tu dois payer je sais pas quoi, et c'est comme ça qu'elle gagne sa vie. C'est vraiment plus axé sur le physique au Japon. Donc, on peut être cosplayer professionnel. Eh oui. Ça peut être, on peut vivre du cosplay de plein de manières différentes. On peut vivre du cosplay grâce aux réseaux sociaux comme Kinpatsu et Kamui. Généralement, quand on vit du cosplay, c'est surtout grâce aux réseaux sociaux. Mais on peut vivre grâce à des streams, à YouTube. On peut faire des commandes, des commissions. Donc en gros, quand un cosplayer annonce que ses commissions sont ouvertes, ça va permettre à des intéressés, des particuliers, de lui demander « Est-ce que tu peux me faire cette épée-là » Et après, le cosplayer va lui dire « Alors, pour les matériaux, ce sera tant d'euros. Et puis pour la main d'œuvre, je fixe tel prix à telle heure. » Il y a vraiment plein de manières différentes d'en vivre. Ça débouche sur plein de métiers. En fait, tu peux devenir accessoiriste, costumier, coiffeur, maquilleur. Oui, clairement. Après, il y en a qui vivent vraiment que du cosplay, mais ça peut être pas mal aussi de mélanger son métier et le cosplay. Je connais une fille qui fait du cosplay à mi-temps et l'autre moitié du temps, elle fait des maquillages de science-fiction. Perso, mon kiff, ce serait de faire des costumes pour le cinéma et puis à côté de continuer le cosplay. C'est un bon moyen d'y parvenir, en tous les cas, de se faire remarquer. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Donc justement, si on veut te voir la prochaine fois, c'est quand? C'est le 16 et 17 décembre 2023 à Liège. Ok, merci. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. Chandail et chignon. Chandail et chignon. C'était pas très intéressant.